Ça veut dire qu'il faut qu'on recommence, c'est ça? Qu'on commence à attendre un peu trop? Merci d'avoir patienté ces quelques minutes. On laissait les dernières personnes arriver. Alors, bienvenue à ceux que je n'ai pas vus ce matin, même si je n'ai pas vu tout le monde. Je vous remercie d'être aussi nombreux encore cet après-midi. Alors, on m'a demandé de vous donner quelques informations, notamment sur l'Assemblée des sages. Alors, peut-être que certains ont reçu ce petit papier pour l'Assemblée des sages. Vous pouvez le remplir. Il y a un formulaire si vous souhaitez vous porter candidat pour participer à cette assemblée. Et vous pouvez le déposer sur le stand à l'accueil. Voilà, l'Assemblée des sages, envie de vous investir. Et la date, c'est le 8 décembre. Il faut faire ça avant le 8 décembre 2024 pour devenir sage en 2025. Et puis, autre chose, les questionnaires de ce matin. Le mystère est résolu, nous savons où sont les questionnaires. Ils sont sur la table jaune qui est dans le hall à l'entrée. Donc on vous demande, et ça je pense c'est important pour faire aussi évoluer cette journée, qu'elle vous ressemble le plus possible. Donc allez bien prendre vos questionnaires avant de partir tout à l'heure, remplissez, dites ce que vous avez pensé de la journée, en bien ou en mal. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous puissiez nous faire part de vos avis. Et l'urne est aussi sur cette table jaune qui est plutôt sur la gauche, droite en sortant. Voilà, donc table jaune, et puis sinon vous demandez aux personnes du CCAS ou aux étudiantes s'ils sont encore là. Voilà. Donc cet après-midi, on est parti pour un deuxième temps. Il y a 2 temps encore cet après-midi, et je vais faire venir sur scène donc, les intervenants de cet après-midi pour le quiz, avec en premier Monsieur Samuel Philippe, qui est chargé de mission au CCAS, ainsi que tous les intervenants, et on peut les applaudir. Vous pouvez venir, tous les intervenants aussi. Alors, ils vont être présentés tout à l'heure. Je ne vous spoile pas qui ils sont. Installez-vous. Merci. Et voilà, on va pouvoir démarrer. Merci Marion. Rebonjour et bienvenue à nos intervenants. Donc, comme Madame la maire nous l'a dit ce matin, quand on a préparé cette journée sur l'intelligence artificielle, lui est revenu des alertes qui lui ont été passées et une préoccupation qui est là, légitimement en tant qu'élu, sur les risques, les dangers auxquels on peut être exposé, notamment en matière d'achat ou de comportement bancaire sur Internet. Donc, en partant de l'intelligence artificielle, on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi de vous apporter des éléments d'information qui vont rester génériques, évidemment. On n'est pas sur un symposium de haute technicité, mais voilà, quelques éléments pour retracer à la fois les menaces auxquelles on est exposé, mais aussi les outils et les interlocuteurs auprès desquels on peut se tourner quand on a un doute ou un problème. Et puis, on le verra à la fin, des solutions pour être plus à l'aise, pour se former sur l'outil numérique, parce que c'est avant tout un outil qui devient, ça a été dit ce matin, qui devient de plus en plus incontournable, pour des choses positives, parfois moins positives, mais en tout cas, on ne peut pas s'en passer. Donc, on a avec nous 4 experts qui, chacun dans leur domaine, ont bien voulu participer à ce petit temps de présentation. Alors, je les présente très rapidement. Donc, Monsieur Bruno Migeot, qui est expert en sécurité de l'information, cybersécurité. Vous êtes ancien officier gendarmerie. Vous avez été au départ spécialiste de la lutte antiterroriste, et puis ensuite vous avez eu des fonctions dans le renseignement, et qui dit renseignement maintenant dit aussi numérique, ce qui vous a permis de développer cette compétence, et puis par la suite vous avez créé une entreprise de conseil et d'intervention auprès des entreprises en termes de sécurité numérique, d'intelligence économique. Voilà, ce qui vous permet, vous avez bien voulu venir nous exposer quelques grandes lignes de la problématique. Ensuite, Madame Corradi, qui est adjointe au directeur de la Banque de France, et merci beaucoup d'être là. Vous exposerez pourquoi la Banque de France et comment la Banque de France a un lien, notamment avec les particuliers, les usagers, sur ces questions. Madame Gourvenec, du Centre technique
régional de la consommation, j'en dis pas plus, mais vous êtes juriste et puis vous nous expliquerez quelques éléments à savoir, et puis aussi qui contacter. Et puis enfin Christophe Bouteille, qui est un collègue, puisque Christophe Bouteille, il est de la direction des systèmes d'information Grand Besançon Métropole, Ville de Besançon CCAS, parce que c'est une grosse machine toute regroupée. Bon, il se présentera tout à l'heure. Auparavant, alors je crois que ça a déjà été dit ce matin, par rapport à l'utilisation d'Internet, de l'ordinateur, du smartphone, on l'a vu, il y a une très grande majorité d'entre vous et d'entre nous, de toute façon, qui utilisaient cet outil connecté à Internet. À titre d'exemple, cette année, pour la première fois, on a ouvert la possibilité de s'inscrire non pas par courrier. Alors, ça évite un timbre, ça évite des allers-retours, mais tout simplement sur une plateforme Internet. Et il y a 25% des 2200 personnes qui ont souhaité s'inscrire qui sont passées par cette voie. Donc, pour une première fois, c'est un chiffre assez remarquable qui prouve tout à fait que tout le monde est maintenant plus ou moins connecté à cet outil et par conséquent se trouve parfois en risque dans l'usage qu'il peut en faire. Alors, la question du qui utilise a déjà été traitée ce matin. C'est simplement, si vous avez les papiers, on va prendre peut-être le papier vert, si vous voulez bien, ou lever la main, qui effectue de façon régulière, ou pas forcément régulière, mais qui se lance à effectuer des achats, des dépenses sur Internet dans le public. Marion, il y a pas mal de monde là. Pas mal de monde. Je ne vais pas dire 80%, mais on y est pour l'instant, presque. On est en toute cohérence. Qui ensuite utilise une interface Internet pour ses relations avec sa banque ou son assurance. C'est massif. Là, en revanche, oui. C'est tout à fait massif, conséquent. Toute la salle. Pour des démarches en ligne, j'imagine que ça va être pareil, démarches administratives. Oui, pareil. C'est sensiblement la même chose. Et qui, utilisant ou ne pas utilisant Internet, c'est-à-dire qu'on peut éviter parce que justement on a des craintes, et qui a des appréhensions ou des doutes lorsqu'il a recours à soit un paiement, soit une démarche. Voilà. Donc, c'est bien, le quiz est bien fait. Ça confirme l'intérêt du sujet parce que ça veut quand même dire qu'on a un usage, on a une crainte, et puis il faut quand même arriver à faire en sorte que la crainte ne finisse pas par éteindre l'usage. Et qui éventuellement aurait déjà été victime de manœuvres malveillantes, alors, à plus ou moins grosse échelle. Hein. Ah oui, quand même. Voilà, on va dire, Marion, je ne sais pas ce que vous en pensez. On là, est à plus d'un tiers de la salle. Hein. Je ne m'attendais pas du tout, Moi mais non oui, plus. on est quasiment un tiers là. Ouais. Okay. Moi non plus. Bruno Migeot, je vous laisse évoquer à la fois les menaces et également les quelques mesures de protection qu'on peut avoir en amont quand on utilise l'outil, mais d'abord peut-être nous parler de l'Internet, parce que c'est quand même ce grand réseau, cet univers dans lequel on rentre et dans lequel on est potentiellement exposé. Oui, c'est cela. Alors c'est presque une jungle, hein, comme je le dis toujours. Mais en propos liminaire, ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas être paranoïaque ni naïf. Il faut simplement être vigilant. Il existe un code de la route, il existe un tas de règles dans notre pays. Eh bien, pour utiliser Internet, c'est pareil, il y a un code, il y a des choses à savoir, il y a des choses à respecter, et il y a des erreurs à ne pas commettre. On ne traverse pas la route comme ça sans regarder. Eh bien, sur Internet, on fait très attention. Alors, Internet, c'est quoi? C'est un réseau. Il faut être conscient déjà de ça. Quand vous vous connectez avec votre ordinateur ou avec votre smartphone, vous êtes connecté à un réseau mondial. Aujourd'hui, au niveau mondial, il y a un peu plus de 5 milliards d'utilisateurs d'Internet. Et ce réseau mondial, il existe. C'est-à-dire que quand vous vous connectez pour aller faire un achat, rechercher une information, vous ne savez pas où atterrit votre requête. Vous ne savez pas où atterrissent vos données. C'est très diffus. Il y a des serveurs un peu partout. Enfin, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, il faut penser à ça. On n'est pas seul avec son ordinateur chez soi. Ce n'est pas une relation entre vous et votre fournisseur d'accès Internet, par exemple. Vous entrez réellement sur un réseau mondial. La diapositive que vous voyez actuellement, ça représente globalement ce qu'est Internet. Alors vous voyez c'est comme un iceberg. Il y a une surface qui est très visible. C'est celle que vous utilisez tous les jours. Quand vous écrivez une requête à Google, quand vous allez chercher une information quelconque, vous êtes dans ce qu'on appelle le web de surface. Alors le web de surface, là, il est peut-être un peu mal représenté, mais c'est
c'est 10% de ce qui existe totalement en données. Et en dessous, vous avez le web profond. Et dans ce web profond, il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas accès. Pourquoi ? Parce qu'il faut des codes. Pourquoi ? Parce que c'est pas commercial. Parce que n'oubliez pas que quand vous utilisez Google, c'est quand même très commercial. Donc en dessous, il y a un tas de données qui ne sont pas accessibles au commun des mortels, même des données qui dorment, qui sont mortes. Et puis tout au fond de tout ça, vous avez ce qu'on appelle le black market, les réseaux les plus dangereux. Mais comme dans tout progrès de société, il y a des gens qui ont inventé l'Internet en disant que ça va être très utile pour la société. Il y a des gens qui détournent cet usage pour en tirer des profits. Quand on a inventé la voiture, on ne pensait pas que des gens allaient commettre des braquages avec ces voitures. Voilà. Donc Internet, c'est un peu ça. Donc vous voyez que c'est quelque chose de vaste, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Il y a des milliards de pages Internet qui existent, des milliards de sites, des milliards de noms de domaines, et ça, il faut en être conscient. Voilà. Si on peut passer à la suivante. Les grandes menaces. Les grandes menaces. Alors, il y a beaucoup de menaces en fait, mais je répète, ne soyons pas paranoïaques. Vous avez un certain nombre de termes qui apparaissent sur cet écran, on va en développer quelques-uns derrière. Je vais prendre le quatrième par exemple, parce que ça va être très vite éliminé, c'est les virus. La première des choses à faire, c'est d'avoir un bon antivirus sur son ordinateur. Ça, c'est essentiel. Vous ne pouvez plus aujourd'hui fonctionner sans antivirus. Alors, il y a des antivirus payants, il y a des antivirus gratuits. Je ne fais pas de publicité pour l'un ou l'autre, mais il y a des produits qui fonctionnent très bien et qui permettent de vous protéger. Un antivirus, c'est quoi ? C'est simplement un programme informatique qui filtre tout ce qui entre sur votre ordinateur. Et tout ce qui entre, il y a des bonnes choses, puis il peut y avoir de très mauvaises choses. Et ces très mauvaises choses, l'antivirus, lui, il apprend à les connaître. Alors, un antivirus fonctionne comment ? Par des mises à jour. Comme un ordinateur. La mise à jour, c'est essentiel en termes de sécurité. Eh bien, l'antivirus, c'est pareil, il a des mises à jour. Et ces mises à jour, elles servent à quoi pour l'antivirus ? Ça lui apprend ce qu'on appelle les signatures des virus. C'est-à-dire qu'on lui dit, tous les jours, il y a des nouveaux virus qui apparaissent, parce qu'un virus, c'est un programme informatique, c'est un programme malveillant, créé par des gens malveillants. Et donc, cet antivirus, au travers de ces mises à jour, lui, apprend les signatures des différents virus qui existent, et quand il entre dans votre ordinateur, vous avez une alerte, il bloque le truc, enfin voilà, ça se passe comme ça. Donc ça, c'est très important de se souvenir de ça. L'antivirus, c'est un prérequis. On va dire que c'est la base. C'est la base, c'est la base de la sécurité. Après, il y a d'autres menaces qui sont également intrusives. On a quelques exemples. Alors, voilà. je vous propose tout simplement, puis on va poser la question au public. Moi, j'ai reçu, alors c'est pas un montage, moi j'ai reçu ça il y a 15 jours, peut-être parce que j'étais sur Internet et que j'ai raconté que j'allais travailler sur l'intelligence artificielle. Je reçois un SMS et je me pose une question, donc question au public, un SMS sur mon numéro. Voilà, on me trouve et on me parle d'Amélie, il faut faire quelque chose, il faut cliquer. L'avis du public, légitime ou pas légitime ? Plutôt pas légitime, j'ai l'impression. A priori, pas légitime. Bruno Migeot, si vous pouvez nous expliquer simplement voilà. En quoi ? C'est pas légitime parce que jamais la sécurité sociale ou un organisme social ne vous contactera via un SMS. Quand vous voyez en plus le numéro, vous voyez tout de suite que c'est un numéro particulier, un 06, un 07, ça n'arrivera jamais comme ça. Un SMS de société, il est bien identifié par la raison sociale de la société. Vous en recevez en termes de publicité, par exemple. Vous allez dans tel magasin, vous recevez des SMS de pub et vous voyez très bien que c'est le magasin qui vous l'envoie. Là, c'est un numéro de téléphone lambda, donc tout de suite, poubelle. On ne cherche pas à comprendre. Autre exemple, une convocation gendarmerie nationale. Alors ça, c'est très courant aujourd'hui. Vous en avez sûrement toutes et tous reçu. C'est les convocations en justice. Alors, il y a plusieurs types il y a plusieurs façons de faire. Soit la convocation apparaît quand vous ouvrez le mail, soit elle est en pièce jointe. Alors là, il y a deux dangers. Bon, déjà, le premier danger, c'est cette convocation en justice. Vous êtes tous des grandes filles et des grands garçons, vous savez ce que vous faites dans votre vie, vous recevez un truc comme ça, vous le mettez à la poubelle. Ça, déjà, c'est classique. Jamais la police ou la gendarmerie ou la justice en général ne vous convoquera de cette manière-là. Donc, c'est déjà le principe à retenir. Le deuxième danger, c'est si c'est une pièce attachée au mail, souvent un fichier PDF. N'ouvrez jamais un fichier PDF dans un mail sans être certain de l'origine du mail. Parce que c'est avec ces pièces-là, c'est par ce biais-là qu'on peut faire aussi entrer un virus dans votre ordinateur. Donc ça, c'est très important. Celui-ci, moi je l'ai reçu, je vous l'ai communiqué hier, je crois, ou avant-hier, je l'ai reçu il y a 2 jours, ça concerne cybermalveillance. Mais c'est aussi c'est ce qu'on appelle du phishing, de l'hameçonnage, plus communément. Le but du hacker, du pirate, ou du malfaisant, de l'escroc, ce que vous voulez, c'est de vous faire cliquer sur un lien. C'est toujours ça.
Si vous recevez un mail et que vous ne l'ouvrez pas, enfin qu'il s'ouvre automatiquement, vous le lisez, il y a très peu de risques. Si vous cliquez sur un lien, là, il y a un risque. Et ce lien, il ne va pas vous emmener, alors là, je ne l'ai pas exploité, mais il y en aura d'autres après, il ne va pas vous emmener vers le site cybermalveillance.gouv, dont on vous parlera par la suite, mais il va vous emmener ailleurs. Mais ça, vous ne le voyez pas. C'est un lien de redirection, vous ne le voyez pas, et le risque, il est là. Je dis toujours, quand on reçoit un mail, et c'est ce qu'on ne fait pas, moi-même ça m'arrive, on le lit depuis l'expéditeur jusqu'à la fin. Et on ne lit jamais le nom de l'expéditeur. Et souvent, en lisant le nom de l'expéditeur, on s'aperçoit que, je ne sais pas, vous voyez un mail des impôts qui vous arrive, et vous apercevrez, en lisant le mail d'expéditeur, que c'est Bernard Charton, je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec un .gouv, avec un site officiel de l'État. Voilà. Donc ça, c'est très important. Un autre exemple. Un autre exemple. Qui a cette thématique. Voilà. Alors là, on est sur... Ils ne sont pas tous comme ça, mais pareil, en observant le mail, on s'aperçoit, qu'il y a des fautes d'orthographe. Il y en a de moins en moins. Les pirates sont très efficaces maintenant, mais il y a encore quelques fautes d'orthographe. Il y a un général qui n'a pas la bonne appellation, ça, c'est un peu plus technique, mais vous avez tout en haut une adresse qui n'a rien à voir avec une adresse officielle. Toutes les adresses des institutions de l'État terminent par gouv.fr. Gouv.fr, gouv.fr, faut jouer. Donc chaque fois que vous recevez quelque chose, des impôts, par exemple, il y a beaucoup de phishing avec les impôts, eh bien, il faut toujours regarder l'origine de ce mail. Bien entendu, on peut masquer les mails, c'est facile. Vous avez le cas ici. Ça, c'est un mail de phishing, d'hameçonnage, qui a pour but de vous piquer vos coordonnées bancaires. Alors, ça concerne Netflix. Ceux qui ont des abonnements Netflix, vous recevez ce mail et vous voyez que sur la première flèche du haut, on vous dit connectez-vous sur le site Netflix. Et effectivement, c'est bien Netflix. Alors comment on s'aperçoit que c'est bien Netflix? Il suffit de prendre le curseur de sa souris et de le positionner sur le lien qu'on vous demande de cliquer. Oui. Il ne faut pas cliquer, juste le positionner. On a le même exemple. On a le même exemple après. Là, vous voyez tout de suite où vous allez. Si c'est Netflix, ça serait écrit Netflix comme le précédent. Là, sur cet exemple-là, c'est la Banque Populaire. Eh bien, vous voyez, quand on pose la souris sur le curseur de la souris, sur le lien qu'on vous propose directement, vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec la Banque Populaire. Là, vous avez aussi affaire à un phishing. Ça s'appelle des liens de redirection frauduleux, et c'est comme ça que les pirates opèrent dans 95% des cas. Donc les grands principes en termes de données. Alors les grands principes, c'est donc de mettre le maximum de mails à la poubelle. S'il y en a parmi vous qui gèrent des entreprises, quelquefois c'est compliqué, il y en a qui passent au travers, mais il faut faire très attention. Donc bon antivirus bien entendu. Ne jamais communiquer des informations bancaires à qui que ce soit. Alors aujourd'hui il existe ce qu'on appelle le phoning, c'est aussi une autre technique. Vous recevez un appel sur votre téléphone et en fait, quand vous regardez l'origine de l'appel, vous apercevez que c'est votre banque qui vous appelle. Ça va s'arrêter, ça va être terminé puisqu'il y a eu un accord entre tous les opérateurs français, tous les fournisseurs Internet français. C'est depuis le 1er octobre, techniquement ça va se mettre en place, ça va être très long, mais ça n'existera plus. Mais quoi qu'il en soit, ne jamais donner des informations bancaires à qui que ce soit. Ne jamais donner vos codes secrets, ne jamais donner vos mots de passe, ne jamais même transmettre. Vous avez quelquefois des faux mails des impôts qui vous demandent de transmettre une pièce d'identité, un justificatif de domicile. Et ça sert à commettre des escroqueries derrière. Donc il ne faut jamais envoyer, jamais répondre à ce genre de mail. Voilà. Ça, c'est une autre menace. Je ne sais pas si certaines personnes dans la salle ont déjà été concernées. Ce qu'on appelle les crypto-lookers, ce sont des virus qui chiffrent vos données. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez été confronté à un virus, vous n'avez pas un bon antivirus, le virus chiffre vos données, il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous ne pouvez plus accéder. Et à partir de ce moment-là, le pirate va vous demander de l'argent. Et là, si vous avez des copies de vos données, vous pouvez très bien tout effacer et remettre les copies à la place. Si vous n'avez rien, tout est perdu. Tout est perdu. Donc là, il faut aussi faire très attention. Et on revient au propos liminaire, l'antivirus. Le mot de passe. Ça, c'est le dernier rempart. On parlait de l'antivirus, le mot de passe, c'est le dernier rempart. Pensez à mettre des mots de passe forts. Tous ceux qui sont listés là, c'est les mots de passe. C'est un peu le hit parade français des mots de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, enfin QWERTY, c'est le début d'un clavier en QWERTY. Toutes ces choses-là, c'est des mots de passe qu'il ne faut surtout pas utiliser. Utilisez des mots de passe forts. La préconisation de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information aujourd'hui, c'est 12 caractères. 12 caractères dans lesquels on trouve des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Alors vous allez me dire, c'est très compliqué à retenir. Oui, c'est très compliqué à retenir. D'autant plus qu'il
Il ne faut pas avoir un seul mot de passe pour tous les sites sur lesquels on achète, sur tous les, il faut avoir un mot de passe différent par site. Pour essayer de combattre cette faiblesse des mots de passe aujourd'hui, je pense que ça, vous y êtes confronté avec vos banques notamment, on passe à ce qu'on appelle la double authentification. C'est-à-dire qu'on vous demande un mot de passe et derrière un mot de passe, on vous envoie ce qu'on appelle un jeton, c'est-à-dire un SMS avec un code à 4 chiffres que vous insérez derrière votre mot de passe. Ça, c'est une double sécurité. Mais c'est très marginal encore aujourd'hui. Alors, un mot de passe différent pour chaque service, ça c'est la règle. Long, complexe, on vient d'en parler. Ne jamais le communiquer, bien entendu. Même pas donner le mot de passe à vos petits-enfants, parce que vous ne savez pas ce qu'ils vont faire avec votre ordinateur. Donc attention aux outils partagés. Quand vous créez un compte sur un site, on vous donne un mot de passe. Celui-là, il ne faut pas le garder, il faut le changer tout de suite. Et il ne faut pas utiliser pour vos mots de passe des noms propres et des noms communs du dictionnaire. Pourquoi ? Parce que les pirates, il y a longtemps, ont inventé ce qu'on appelle des moulinettes. Ce sont des robots qui tournent en permanence sur le net et qui moulinent tous ces mots connus, tous ces noms propres connus. Donc il faut éviter toutes ces choses-là. Il faut vraiment essayer de trouver quelque chose d'illisible. Or, la grande difficulté, c'est de le retenir. Parce que créer un mot de passe complexe, c'est simple. Le retenir, ça devient plus compliqué. On les note sur son téléphone, on les note sur un cahier. Encore si le cahier est enfermé dans le fin fond de votre tiroir, ça ne gêne pas beaucoup. Mais la problématique est là. Donc il existe des gestionnaires de mots de passe, c'est un peu plus technique. Des gestionnaires de mots de passe en ligne, des gestionnaires de mots de passe en résidant sur vos machines que vous pouvez installer. La simplification pour ces gestionnaires, c'est que vous n'avez qu'un mot de passe à retenir, qu'on appelle le mot de passe maître. C'est celui qui vous permet d'accéder, on va dire, globalement à votre coffre-fort où tous les mots de passe sont inscrits et la machine va les reconnaître elle-même. Voilà ce qu'on peut dire sur les mots de passe. En résumé, quelques éléments. Alors, je rassure le public. Vous avez vu, on a des caméras, donc s'il y a des éléments que vous voulez retrouver, notamment des adresses de plateformes ou de sites qui vont être indiquées, il suffira de se connecter sur la page CCAS YouTube et vous pourrez retrouver les bonnes informations. Alors pour conclure, protection des accès par mot de passe solide, on vient d'en parler. Sauvegarde régulière des données. Si vous avez des données qui vous sont chères, des données d'identité, des choses particulières, sortez-les de votre ordinateur, sauvegardez-les sur un disque dur externe, par exemple. Le jour où vous avez un gros problème avec votre ordinateur, au moins vous avez vos données qui sont en sécurité et qui ne sont pas perdues. Laissez faire les mises à jour de vos ordinateurs, parce que les mises à jour sur un ordinateur, ce n'est pas pour changer la couleur de votre écran ou changer la forme, c'est simplement souvent des mises à jour de sécurité. Donc laissez faire les mises à jour. Utilisez un antivirus, bien entendu. Attention aux achats en ligne. Ce que je préconise, c'est de ne jamais laisser les coordonnées de la carte bancaire chez Amazon ou chez un autre. Vous savez que Free vient d'attaquer sérieusement il y a quelques semaines en arrière, et il y a X millions de RIB et de tout ce qu'on veut qui sont partis dans la nature. À peu près 100 millions. C'est quand même pas mal. Donc faites attention aux achats en ligne. Achetez sur des sites de confiance. Faites attention, si vous allez sur un site asiatique, un site en Afrique, vous ne connaissez pas, allez sur les grands sites qu'on connaît, les grands marchands, il n'y a aucun souci. Les réseaux sociaux, je sais qu'on en a un peu parlé ce matin, j'étais là-haut. Les réseaux sociaux, ça s'utilise, ça fait partie de la vie aujourd'hui. Ne racontez pas trop votre vie, ça ne sert à rien, c'est utile pour les cambrioleurs surtout, ça faut toujours y penser. Le Wi-Fi, il est très agréable à la maison parce qu'on peut se promener de la chambre au salon à la salle à manger avec son ordinateur. Quand vous allez dans une galerie marchande, le Wi-Fi est également public, mais là, c'est quand même un peu plus dangereux. Faites attention si vous l'utilisez, notamment sur vos téléphones. On peut facilement y pénétrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut dire ? Utilisez des applications qui sont officielles. Ne cherchez pas à aller chercher des programmes à droite à gauche. Sur votre téléphone, vous avez un Play Store, par exemple. On appelle ça un Play Store. C'est une boutique avec des applications qui sont validées, généralement qui sont saines, je dis bien généralement. Faites attention aux messages inattendus. Faites attention à ce qu'on appelle les amitiés inattendues. Tiens, je te connais, on s'est rencontrés. Voilà, vous avez les brouteurs, on n'a pas parlé de tout ça, mais qui viennent d'Afrique, c'est-à-dire qui se rapprochent des femmes seules et qui essayent de leur extorquer de l'argent. Vous avez toutes ces choses-là qui existent. Donc attention aux messages inattendus. Et surtout, en dernier conseil, si vous êtes victime d'une quelconque escroquerie, arnaque ou tentative, déposez plainte, signalez les faits. C'est le seul moyen aujourd'hui d'essayer, grâce à tout ça, d'identifier les auteurs. Merci Monsieur Migeot. Je pense que c'était important de faire ce panorama très rapide.
mais c'est toujours très utile. On va maintenant donner la parole à Valérie Corradi, qui est directrice adjointe de la Banque de France. Avant, encore à nouveau un petit sondage. Alors moi, à titre personnel, ça fait des années à titre privé, j'entends bien, parce qu'à titre professionnel, la Banque de France travaille avec le CCS, notamment sur des questions de surendettement, entre autres. Mais à titre privé, je crois que la dernière fois, j'étais allé faire du change à la Banque de France, mais c'était dans les années 90. Voilà, et sinon, je n'ai pas de rapport avec la Banque de France. Alors, est-ce que vous-même, en tant que particulier, est-ce que vous savez qu'on peut s'adresser à la Banque de France? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ou pour vous, c'est une institution étatique qui n'a pas de rapport avec les usagers, qui pense qu'on peut s'adresser en tant que particulier à la Banque de France? Très peu de personnes. Très peu, ouais. Vraiment pas beaucoup. Je ne ferai pas de commentaires, mais voilà, c'est tout l'intérêt de votre présence. Et donc, si je vous demande si vous avez récemment eu directement recours à la CRD de la Banque de France, j'imagine qu'il n'y aurait pas plus de monde, sinon ça va être compliqué. Non plus, il y a même moins de monde. Voilà. Madame Corradi, je vous laisse la parole parce que vous allez nous expliquer tout ce que la Banque de France développe, ces missions qui sont beaucoup plus riches que les grandes missions classiques que vous allez nous exposer. Merci, Monsieur Philippe. Effectivement, je tiens à rappeler aussi ici que la Banque de France est une institution indépendante et elle a 3 grandes missions que l'on dénomme les 3 S. Le S de stratégie monétaire, c'est-à-dire qu'elle va contribuer à la mise en place de la politique monétaire de la zone euro et qu'elle va la mettre en œuvre en France. Le S de stabilité financière, c'est-à-dire que c'est elle qui contrôle les banques et les assurances et qui veille au bon fonctionnement des systèmes et des moyens de paiement. Donc j'y reviendrai dans un instant pour vous parler de l'Observatoire de sécurité des moyens de paiement, lequel observatoire est présidé par notre sous-gouverneur Denis Baud. Et puis enfin, le 3e S, sur la slide précédente, ce sont les services à l'économie et à la société. Donc nous rendons des services non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Et forte de cette expérience démontrée sur ces 3 S, en 2016, nous avons été choisis pour être opérateur national de la stratégie EducFi sur le territoire. Alors, EducFi, ça veut dire quoi? Ça veut dire éducation financière et budgétaire. Dont on a donc un rôle d'information et de pédagogie auprès de tous les publics sur les questions budgétaires au sens large et en particulier sur tout ce qui concerne les fraudes et les arnaques. Alors, que dit le dernier rapport de l'Observatoire de la sécurité et des moyens de paiement? On va pouvoir mettre en exergue plusieurs chiffres. Alors déjà, ce qu'il constate, c'est que ça fait déjà quelques années que le nombre d'opérations en ligne augmente. Donc il y a une augmentation de l'usage des moyens de paiement scripturaux. C'est plus 5,2% pour 2023. Donc c'est dû effectivement à une adoption dynamique des paiements par mobile et du commerce en ligne. Et ce qu'indique ce rapport, c'est que dans ce contexte de flux grandissant, il y a une stabilisation en 2023 des taux de fraude. Le rapport, en fait, il stipule qu'il y a des taux de fraude historiquement bas, et notamment sur la carte bancaire. Donc le premier chiffre intéressant peut-être à évoquer ensemble, et qui est de nature aussi à rassurer notre auditoire, c'est qu'il y a une baisse de 35% du taux de fraude pour les paiements par carte par Internet. Alors si on donne quelques chiffres, quand même, il y a une stabilisation à un niveau élevé, puisque la fraude, elle est de l'ordre de 1,2 milliard d'euros. Il y en a 42% qui concernent quand même les cartes bancaires, 30% les chèques, grosso modo, et 27% les fraudes sur les virements et les prélèvements. Alors, si le taux de fraude il est historiquement bas en 2023,
vous l'avez évoqué, hein, Monsieur Migeot, c'est dû à l'authentification forte qui consiste justement à vous demander plusieurs fois de vous identifier avec des codes différents, et ça fonctionne plutôt bien. Et puis, vous l'avez évoqué aussi, Monsieur Migeot, c'est que depuis octobre 2024, l'une des richesses de cette OSMP, Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, c'est qu'on y a fait entrer des opérateurs numériques, hein, enfin de téléphonie, et qui ont apporté toute leur expertise pour que justement vous ayez moins de SMS malveillants. Parce que qu'est-ce qui se passait précédemment et qui se passe encore, hein, ne nous le cachons pas non plus, c'est qu'il y avait des escrocs qui utilisaient les numéros des professionnels publics et privés effectivement pour faire de nous des victimes. Et grâce à ce travail des opérateurs de téléphonie, il y aura de moins en moins de SMS malveillants, mais bien sûr, vous pourrez être appelé sous des numéros inconnus et c'est de là que vient encore la fraude et il faudra être vigilant. Alors, quels outils propose la Banque de France pour faire face à ces arnaques ? Alors, en tant qu'opérateur national de la stratégie EducFi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure depuis 2016, nous avons mis en place un portail qui s'appelle Mes questions d'argent. Si vous tapez effectivement sur votre ordinateur Mes questions d'argent ou MQDA, vous aurez accès à ce portail grand public dont la vocation est vraiment de faire acquérir à tout le monde des bons réflexes en matière budgétaire et financière. L'objectif, c'est que chacun puisse trouver en 3 clics vraiment une information neutre, gratuite, fiable, accessible. Alors, il y a justement dans MQDA, vous le voyez sur cette slide, tout un chapitre consacré aux arnaques et vous trouverez toute l'information utile pour reconnaître les arnaques, savoir comment vous protéger, bénéficier aussi de la description des arnaques que l'on a dans les banques, hein, fraude à la carte bancaire, fraude au chèque, fraude au virement et prélèvement. Des descriptions aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard, sur la fraude au crédit et à l'épargne. Et puis, toute l'information aussi utile sur l'usurpation d'identité. Alors, quelques mots sur l'usurpation d'identité. Sachez que et vous le savez d'ailleurs, votre identité peut être utilisée pour ouvrir un compte et contracter un crédit. Donc les conséquences possibles de cette usurpation d'identité sont les suivantes, elles apparaissent à l'écran. Vous êtes sollicité pour rembourser un crédit que vous n'avez pas contracté. Vous vous trouvez inscrit dans les fichiers de la Banque de France par un établissement de crédit. Votre compte est bloqué ou son fonctionnement est modifié, une carte bancaire désactivée, un non-renouvellement de carte bancaire. Alors que faut-il faire en cas d'usurpation d'identité ? Prévenir dans les plus brefs délais tous les établissements financiers dont vous êtes client. Comme vous le disiez à M. Migeot, c'est de déposer plainte auprès de la police, de la gendarmerie, et on y reviendra aussi avec Agnès Gourvenec tout à l'heure hein, sur la manière de faire. Il faut contacter la Banque de France pour consulter le fichier central des chèques et le fichier des incidents de crédit aux particuliers. Si vous n'êtes pas fiché, lorsque vous venez chez nous, il faut recommencer régulièrement, il faut venir régulièrement chez nous. Et à partir du moment où ce malheureux fichage apparaît, à ce moment-là, il y a toute une procédure à enclencher, un dossier à constituer. On n'y est pas encore tout à fait. Tout un dossier à constituer. Et vous pouvez aussi consulter le FICOBA, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, qui est le fichier des comptes bancaires, qui vous permet de savoir si quelqu'un a ouvert à votre insu un compte. Et pour cela, pour actionner le FICOBA, le fichier des comptes bancaires, il faut vous adresser à la CNIL, donc soit par courrier, soit sur Internet. Il y a une manière de demander effectivement
tout ce qui se passe sur vos comptes sur Ficoba. Alors, moi, je voulais témoigner, justement, quand on a préparé cette séance aujourd'hui ensemble, Monsieur Philippe, sur le fait qu'on a beaucoup d'usagers qui viennent nous contacter sur ces questions d'usurpation d'identité. Et je voulais vous rappeler par cette slide que nous sommes multicanal et que vous pouvez nous contacter soit en venant à nos guichets à Besançon, 19 rue de la Préfecture pour les Bisontins, soit nous téléphoner au 3414. Alors le 3414, c'est un numéro national unique de la Banque de France, qui est ouvert tous les jours de 8h à 18h, enfin du lundi au vendredi. Et puis vous pouvez aussi vous ouvrir un espace particulier sur le web pour actionner la vérification de ces fichiers ou alors nous envoyer un courrier. C'était les 4 façons de nous contacter. Donc tout n'est pas numérique. Oui, tout n'est pas numérique. On peut aussi utiliser ces manières-là, surtout si on a l'ordinateur qui plante. Voilà. Alors, je voulais aussi dire quelque chose sur lorsqu'on a des dossiers à constituer, on nous demande souvent la photocopie de la pièce d'identité. Je ne sais pas si vous en parlez, Agnès. En fait, lorsque vous envoyez une photocopie de pièce d'identité, il faut faire très attention. Nous, en général, on dit qu'il faut marquer la photocopie au stylo noir de l'objet pour lequel vous l'envoyez. Par exemple, vous cherchez un logement pour un enfant, un petit enfant, etc. Il faut envoyer des papiers ou toute autre raison. Avant de scanner le document, on dit photocopiez-le et barrez-le en noir en marquant une indication. Ça empêche qu'il y ait des fraudes. Et puis, il y a aussi un site qui s'avère efficace. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le site filigrane.beta.gouv.fr. Et ce qui est intéressant, c'est que le fichier filigrané, il sort au format PDF et que les fichiers originaux, ils sont effacés de vos serveurs une fois que vous envoyez ce PDF. Donc ça, c'est intéressant à savoir aussi de ne pas transmettre ces photocopies de pièces d'identité sans prendre quelques précautions. Je vous ai parlé de MQDA, mes questions d'argent, mais il y a aussi d'autres outils qui sont proposés par la Banque de France. Ce sont les listes noires de l'ACPR. Donc l'ACPR, c'est quoi? C'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est le gendarme de la finance. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être contrôlées par cette autorité pour pouvoir bien fonctionner. Alors, je voudrais revenir sur les arnaques au crédit. Parce que souvent par mail, on vous promet de l'argent rapidement à un taux très bas. Et les témoignages que l'on a souvent, c'est que dès lors que votre dossier est validé, donc vous faites votre crédit, vous faites ce que vous pensez être votre demande de crédit, la demande est validée et une fois qu'elle est validée, les fraudeurs vont vous demander de verser un peu d'argent pour finaliser le dossier. Bien sûr, dès que vous l'avez fait, vous ne revoyez plus ces personnes. Et nous, on souhaite profiter de ce moment aussi pour vous dire qu'il ne faut verser aucune somme d'argent pour l'obtention d'un prêt ou un déblocage de fonds, parce que la réglementation française interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours pour l'obtention de fonds de percevoir une quelconque somme d'argent avant la mise à disposition effective des fonds. Vous pouvez être confronté aussi à des arnaques à l'épargne. Sachez que le montant unitaire moyen de l'arnaque sur livret, il est de 72 000 €. On constate aussi des arnaques sur livret, c'est 72 000 €. Il y a des arnaques au placement dans des places de parking dans les aéroports. Il y a des arnaques aussi pour des fraudes aux chambres en EHPAD. Enfin, on a pu constater un certain nombre de choses qui sont
complètement folle. Alors, donc, tout ça pour vous dire que notre site, notre plateforme commune qui a été faite avec Banque de France, ACPR et AMF, Autorité des marchés financiers, elle vous donne la liste noire de tous les acteurs qui n'ont pas à vous contacter. Et il y a aussi des listes de sites qui ont usurpé de vraies adresses. Donc c'est vraiment une mine d'informations importante que vous trouvez dans MQDA et qui fait le lien sur cette plateforme Assurance, Banque, Épargne, Infoservices, ABEIS. Alors, il y a la liste noire, mais il y a aussi, sur cette plateforme, la liste des acteurs qui sont autorisés pour agir. Donc, on invite chaque concitoyen, lorsqu'il se pose une question, lorsqu'il reçoit une offre, à aller consulter ces fichiers. Donc, j'en ai extrait les deux principaux, c'est Régafi, le registre des agents financiers autorisés à vous proposer des offres. Et puis, il y a aussi Orias, le registre des intermédiaires en assurance. Ce sont les deux principaux, hein, il y en a d'autres. Alors, l'essentiel que vous devez savoir, c'est que vous avez la possibilité de vous référer à Mes questions d'argent qui fait le lien avec la plateforme ABIUS et vous trouverez donc toutes ces adresses. Vous avez également cette slide qui apparaît à l'écran avec quelques liens que vous pourrez revoir effectivement post-session. Des liens très structurants sur où s'informer, comment signaler et comment porter plainte. Peut-être si j'ai encore 30 secondes. 30 secondes, alors. Voilà, voilà. J'en profite pour dire effectivement qu'au-delà de Mes questions d'argent, hein, on est présent aussi de manière physique face à nos publics et nous faisons des sessions d'éducation financière et budgétaire, notamment à nos partenaires relais, dont le CCAS de la ville de Besançon. Nous voyons aussi les partenaires relais que sont les professeurs, que tous les acteurs de la sphère sociale. Et nous allons aussi vers ce qu'on appelle les publics finaux, les adultes, les étudiants, les élèves, pour parler de toutes les questions budgétaires et financières. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce point très très complet et que vous pourrez retrouver à condition d'aller sur le bon site, hein, ne pas aller sur un site publicitaire qui vous amènera pas forcément sur le meilleur chemin. Vous parliez, Madame Corradi, de la transmission de ces informations à différents acteurs et aux usagers, et notamment, Madame Corvedec, CTRC. Qu'est-ce que c'est que le CTRC ? Vous êtes juriste, c'est le Centre technique régional de la consommation. Alors, en premier lieu, une question, parce que vous agissez, vous allez nous expliquer comment et pourquoi avec des associations de défense des consommateurs. Qui, dans la salle, est soit membre, soit a déjà été amené à solliciter une association de défense des consommateurs? Il suffit simplement de lever la main. Donc il y a quand même quelques personnes, mais alors est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas eu de difficultés, pas de problème, que vous êtes autonome, ou simplement que vous ne savez pas forcément tout ce que ça peut vous apporter? Je vous laisse tout simplement présenter vos missions et les missions des associations que vous fédérez. Merci beaucoup. Alors le Centre technique régional de la consommation fédère 17 associations de défense de consommateurs locales, sur la Franche-Comté. Alors on est une union avec la Bourgogne-Franche-Comté, une antenne à Dijon et une antenne à Besançon. Donc du coup, notre mission première, c'est d'apporter un soutien technique et juridique aux associations qui adhèrent à notre association. On doit aussi leur dispenser des formations, c'est pour ça qu'on a souvent recours au service de Madame Corradi, la Banque de France, qui interviennent régulièrement. Et puis également, en troisième lieu, je suis souvent sollicitée également par les particuliers qui rencontrent des difficultés, un litige avec un professionnel. Et du coup, ils s'adressent à moi pour avoir des renseignements. Alors, je les renseigne dans un premier temps. Et après, je les oriente vers la structure qui est compétente, excusez-moi. Alors, soit une association de défense de consommateurs, ou soit une autre entité.
Très bien. Est-ce que dans vos connaissances juridiques que vous déployez, qu'est-ce que vous avez vraiment de façon très très synthétique les grandes lignes de ce qu'il faut faire? Parce qu'on a vu les outils qui étaient notamment proposés par la Banque de France en termes d'éducation, de renseignement, de base de données, de plateformes. Mais vous directement, quand vous recevez quelqu'un sur un problème justement de fraude en ligne notamment, les gestes réflexes en 2 mots. Voilà, alors en quelques mots. Oui, alors Quelques mots. déjà, c'est d'identifier quelle est l'origine de la fraude. Est-ce que c'était une commande passée sur un site internet dans un autre pays puis qui disparaît? Soit c'est la personne commande un bien dans une société qui est française, mais il ne reçoit pas le bien qu'il a commandé. Alors il y a une multitude de possibilités, mais alors dans la mesure du possible, je rappelle aussi, comme Madame Corradi l'avait noté, qu'il y a des plateformes où signaler les fraudes. Ça, c'est une chose à faire en premier lieu. Et en second lieu, si c'est bien une société française et s'il y a possibilité de faire part de sa réclamation, on recommande toujours aux personnes de faire un courrier commandé avec accusé de réception, parce que ça permettra à l'association de défense de consommateurs, si elle est sollicitée par le particulier, d'intervenir à la suite de ce premier courrier recommandé. Ça fait une base pour intervenir. Donc ça, c'est vraiment les recommandations de base. Et puis surtout, on incite les gens à être... quand ils commandent sur Internet, à être précautionneux, à regarder l'origine du site Internet, enfin des règles de base, voir si le paiement en ligne est sécurisé, enfin quelques règles de base. Tout à fait. Justement, par rapport aux achats sur Internet, auparavant, avant Internet, on faisait des achats par correspondance, ça existait. On avait systématiquement une mention du droit avec un délai, du droit à rétractation. Qu'en est-il juridiquement des achats sur Internet? Est-ce qu'ils sont protégés? Alors, question au public, est-ce qu'on a un droit légal de rétractation ou est-ce que c'est en fonction des sites? À votre avis, qui pense qu'on a un droit général et légal, un délai qui nous permet de renoncer à un achat qu'on aurait passé sur Internet? Peu de gens. C'est timide. Peu de gens. Non, pas tant, oui. Qu'en est-il? Effectivement, le consommateur dispose d'un droit légal de rétractation de 14 jours lorsque un contrat est conclu à distance. Alors ça peut être un contrat de prestation de service ou alors un contrat, une transaction lorsqu'on achète un bien. Dans le cadre d'un contrat de prestation de service, on dispose d'un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat pour revenir sur son droit, enfin sur son choix, sur sa décision. Et lorsque on commande un bien sur Internet, on dispose d'un délai de 14 jours à compter de la réception du bien chez soi pour revenir sur sa décision. Voilà, donc il faut garder en tête ces 14 jours pour un contrat conclu à distance. Oui, ça paraissait important à rappeler parce qu'on est tous consommateurs, on l'a vu, tous consommateurs de biens sur Internet, et tous les sites ne mettent pas aussi clairement en évidence cette obligation légale. Oui, donc normalement, c'est bien de l'avoir en tête. Oui, normalement, ils sont tenus de le signaler. Le professionnel est tenu d'informer le consommateur qu'il a un droit légal de rétractation. Et si jamais le professionnel ne le fait pas et qu'il y a bien un tel droit qui existe, le délai de 14 jours est prorogé jusqu'à 1 an, 12 mois. Voilà. C'est très bon à savoir. Pour rappel, vous l'avez dit, vous êtes amené parfois à recevoir directement des usagers, donc il est important de dire qu'il peut vous rencontrer sans rendez-vous. Oui, à la Maison des Seniors, le 2e vendredi matin de chaque mois, donc de 10h à midi. Voilà, mais écoutez, merci beaucoup de votre présence et de tout ce que vous faites sur la défense des droits des consommateurs. Maintenant que nous avons vu ces différents échelons face au risque Internet, il y a quand même quelque chose de très positif, en plus des aides que vous apportez et de l'expertise que vous fournissez, c'est le fait d'être, on le disait en ouverture, d'être à l'aise avec l'outil, parce que c'est la première façon de faire, on ne peut pas s'en passer, donc vivre dans la crainte, ce n'est pas forcément fantastique, il faut savoir être prudent, mais quand même pouvoir profiter aussi de tous les avantages et bénéfices que ça apporte. 2 questions. Alors, il y a une grande partie du public qui, parce que l'informatique et le numérique n'a pas été créé aujourd'hui, a travaillé certainement avec de l'outil numérique. Ils l'utilisent maintenant, on l'a vu, mais avez-vous déjà, parce que ça évolue beaucoup, ces techniques et les services proposés, qui a déjà dans la salle suivi une formation à titre privé, pas professionnelle, une formation sur le numérique pour être plus à l'aise?
même un petit peu. Un petit peu, Quelques-uns. c'est loin d'être une majorité, et qui a connaissance de structures à Besançon, hein, où on pourrait se former, quel que soit son âge, ce n'est pas une question d'âge, gratuitement autour des usages du numérique, c'est-à-dire pour découvrir, donc à peu près la même proportion. Un petit peu plus, ouais. Il se pourrait que ce soit les mêmes personnes d'ailleurs qui aient déjà suivi une formation. À cet égard, on accueille Christophe Boutet, donc, je vous ai présenté tout à l'heure, chef du service appui au développement des usages, direction des systèmes d'information. Alors c'est vous qui nous fournissez les photocopieuses, les ordinateurs, le téléphone, qui veillez à ce que ça fonctionne et qui nous protégez, parce qu'on est quand même des cibles, nous aussi, des cibles assez importantes. Et donc on compte beaucoup sur vous pour que ça fonctionne, parce que tout s'arrête quand on a un problème informatique. Mais vous faites également, qu'est-ce que c'est que l'appui au développement des usages ? Bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, la direction des systèmes d'information de Grand Besançon Métropole, et Samuel Philippe l'a rappelé, agit pour les 3 collectivités et finalement pour aussi le bien-être des habitants et des habitantes. Donc, dans la direction des systèmes d'information, et ça a été rappelé aussi, on a ce qui est une direction des systèmes d'information avec ses diverses et différentes missions. Mais il y a un choix qui a été fait aussi, c'est de se tourner vers le public. Alors ça, au travers de 2 objets ou sujets qui sont dans ce service qui s'appelle Appui au développement des usages. D'une part, mais je vais en parler très brièvement, on a un Fab Lab, donc un laboratoire de fabrication où on a 2 animateurs qui sont là pour vous aider, vous guider, vous assister à fabriquer les objets sur base de numérique. Ça peut être aussi de la réparation, c'est prolonger la durée de vie d'appareil, parce qu'on est capable de faire de l'impression 3D, de la découpe laser, de la découpe vinyle, enfin, j'en passe, on a tout un tas d'outils. On est situé en face de nos amis du CCAS, donc rue Pablo Picasso. Donc voilà, pour le Fab Lab, c'est aussi ouvert au grand public, là sur adhésion. Mais en tout cas, on est ouvert toute la semaine. À Planoise, en face du CCAS. On fait des nocturnes aussi le jeudi soir, en se disant, alors, ce qui n'est pas forcément votre cas, vous pouvez être disponible en journée, mais pour ceux qui travaillent, on a maintenant une innovation, c'est qu'on fait des nocturnes jusqu'à 20h le soir, pour les gens qui travaillent. Et on a aussi un autre un dispositif à destination du public, que sont les espaces publics numériques. Les espaces publics numériques, ce sont des salles. Aujourd'hui, on a 8 salles équipées sur la ville de Besançon et 4 sur lesquelles, pour l'instant, on a des collègues qui interviennent. Donc à la fois sur des temps de libre accès, on a du libre accès et on aide aux démarches administratives, parce que c'est un sujet, aujourd'hui le canal de la démarche administrative par Internet est devenu un peu un canal obligé. On sait que ce n'est pas forcément évident, que les interfaces sont parfois pensées dans un jargon administratif qu'on ne maîtrise pas toutes et tous, et que donc on a un collègue conseiller numérique qui est là pour vous aider, vous assister dans des démarches administratives sur des temps de libre accès. Donc aujourd'hui, donc à la fois à Planoise, au centre Nelson Mandela, à Montrapon, au bain-douche à Battant, plus la médiathèque Pierre Bell. Et à partir du mois de janvier, on sera présent sur 3 autres sites, que va être l'EVS Saint-Claude et les maisons de quartier associatives Clair-Soleil et Palante. Donc pour avoir une meilleure couverture du territoire. Et il y a un choix qui a été fait aussi, qui est de dire, en ce temps, on se dit, on sait que ce n'est pas forcément évident, que les finances publiques ne sont pas évidentes, mais on a recruté une 2e collègue, justement, qui va nous permettre de démultiplier notre offre de services et d'être présent. Aujourd'hui, on est présent 32h30 par semaine, donc avec une personne. Demain, on sera là 65 heures par semaine, ouvert en direction du public sur les différents sites. Voilà, et sur différents quartiers de Besançon, et on peut accéder à Internet gratuitement, imprimer, scanner, photocopier, alors en présence d'un animateur. Et puis, il y a également une offre qui est très intéressante, c'est le lien avec la question sur la formation, c'est participer à des ateliers de formation informatique. Alors ça tombe bien parce que je crois que c'est demain. Ça tombe bien. En fait, on a une programmation d'ateliers qui a lieu, qui ne fonctionne pas pendant les périodes de vacances scolaires, où on fait du libre accès. Aujourd'hui, donc, on a ouvert un peu plus, on est ouvert du lundi au samedi. Il faut le dire, du lundi matin au samedi soir en libre accès. Et on a par ailleurs un programme d'atelier. Classiquement, on fonctionne par demi-journée. Une demi-journée sur un lieu commence par un atelier
se termine par un libre accès et aide aux démarches administratives, ou si vous n'avez pas besoin et que vous n'avez pas d'appareil à domicile, navigation ou utilisation d'Internet de manière libre et gratuite. Il suffit d'avoir une carte de bibliothèque qui, elle, est libre et gratuite aussi. Mais les thématiques des ateliers, j'ai vu, parce que le programme est en ligne, donc il est déjà en ligne, mais on peut commencer à s'inscrire demain, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. En fait, donc on fonctionne hors période de vacances scolaires, en gros sur des périodes d'1 mois et demi, avec une thématique qui est variée. On tourne sur à peu près une trentaine d'ateliers. On essaie de mettre de la nouveauté. Récemment, là, depuis le début d'année, on a mis 3 nouveaux ateliers. Un pour comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle sous forme d'un petit jeu de cartes et après manipuler. Un autre, alors le nom a beaucoup été évoqué, cybermalveillance, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a fait un petit jeu de plateau. Ce jeu de plateau, en fait, permet de comprendre tout ce qui a été évoqué par les uns et les autres intervenants. Donc là, vous passez 2 heures, 2 heures et demie, on vous pose des cas pratiques, vous apprenez auquel danger vous devez faire face et comment s'en prémunir sous forme de jeu de plateau. Et un autre atelier aussi sur les grands enjeux du numérique, toujours sous forme de jeu et en manipulant des objets que peuvent être des tablettes. Donc voilà, on essaie de mettre de la nouveauté et on a certes des outils, enfin des ateliers assez classiques sur l'utilisation des logiciels, mais aussi de la débrouille informatique, mais aussi comprendre finalement les grands enjeux de démarche administrative, comment aussi identifier les sites ou faire ce qui a été évoqué sur l'e-commerce, naviguer sur des sites de e-commerce qui peuvent avoir pignon sur rue. Oui, bah là, j'ai mis 3 exemples. Hein, voilà, on a site, 3 exemples. Il y a beaucoup de choses, hein, je ne listerai pas. C'est une trentaine d'ateliers, voilà. Des nouveautés, puisqu'on essaie aussi d'amener de la nouveauté. Les inscriptions aux ateliers commencent demain matin. On sait que tout le monde n'est pas friand d'Internet, donc on peut s'inscrire sur le site epn.besançon.fr, mais il est aussi possible de s'inscrire par téléphone. Donc encore une fois, tout n'est pas numérique. Tout n'est pas numérique, et il est aussi possible de s'inscrire sur place lors des libres accès et des ouvertures, sachant que demain matin, mes collègues sont à Montrapon. On fonctionne aussi par un système, s'il n'y a pas, on met des listes d'attente et que notre offre d'atelier va aussi se démultiplier à partir de. Oui, mais c'est riche, de toute façon. Moi, j'étais quand même très impressionné par la variété et le nombre d'ateliers. Vous avez parlé tout à l'heure des démarches administratives. On a en face du Fab Lab, mais au CCAS, au rez-de-chaussée du CCAS, une structure qui est bien connue parce qu'elle se démultiplie sur les différents territoires, souvent en zone rurale, mais à Besançon, on en a une en ville, à Planoise, c'est l'espace France Service, où on a, avec des partenaires comme la Caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie et puis d'autres associations, on a un accès à des postes informatiques. Alors, pour des personnes qui soit n'en disposeraient pas, soit ne disposeraient pas d'un poste suffisamment performant, soit sur rendez-vous. Alors ça, c'est du libre accès. On peut tout à fait accomplir toutes les démarches dont on a besoin sur le plan administratif, mais pour les personnes les moins autonomes, quel que soit leur âge, sur rendez-vous, et ce n'est pas des rendez-vous à 6 mois, hein, ça peut être très très rapide, la possibilité d'être accompagné par un agent qui va sécuriser la personne dans l'accomplissement de ces démarches. Donc voilà, ça c'est un autre outil qui est mis à disposition par nos collectivités au bénéfice des usagers. Et que les 2 outils fonctionnent de concert et en bonne intelligence. Tout à fait. C'est notre marque de fabrique, c'est ça ? En plus du Fab Lab. Voilà. Et puis, spécifiquement, alors ça c'est à tous les âges, mais spécifiquement parce qu'on a une maison des seniors, parce que le CCAS développe beaucoup de choses, ça a été dit par les élus ce matin, vis-à-vis des publics seniors, pour que tout le monde, quel que soit son âge, se sente bien dans la ville. On a aussi des cycles de formation, ateliers connectés, pour accéder au numérique. Alors c'est 12 séances de 2 heures de formation, un petit quiz. Les ateliers sont gratuits, mais les ateliers, c'est du one-shot. Hein, ce n'est pas un cycle de formation complet. Là, c'est 12 séances, et puis cerise sur le gâteau, il y a une possibilité pour que le prestataire, des intervenants, hein, des professionnels, hein, viennent à domicile pour vous accompagner sur la prise en main d'un appareil ou vérifier si votre configuration est la bonne. Alors, petite question, il y a des frais de participation, ils sont relativement symboliques. Donc, 12 séances de 2 heures. Qui pense que ça peut être 13 € la séance de 2 heures ? Personne ? Ils ont
C'est déconcertant. Moi, j'avoue aussi que je chercherais une troisième solution de 13 € la séance ou 13 € les 12 séances. Mais la bonne réponse, je spoil directement, puis en plus on n'a plus beaucoup de temps, c'est 13 € les 12 séances. Voilà, c'est vraiment une participation, presque juste un droit d'inscription. Et c'est en petits groupes, c'est soit à la Maison des Seigneurs, mais ça peut être aussi dans différentes maisons de quartier, ce qui permet d'avoir une proximité avec l'atelier qui est proposé. Alors voilà, on a fait le tour en à peine moins d'une heure en fait, on s'était dit 1 heure, mais on avait commencé un peu en retard, et on va laisser après notre vice-présidente et puis surtout le moment un peu festif et musical avoir lieu. Merci pour votre attention, j'espère que ça vous a apporté des informations et puis que vous retiendrez également toutes les possibilités que nos collectivités, Ville de Besançon, CCAS, Grand Besançon Métropole, vous proposent pour naviguer en toute confiance, mais aussi en toute prudence dans l'univers numérique. Merci en tout cas à nos intervenants d'être venus. Merci beaucoup. Merci à tous. Et je pense qu'on peut remercier aussi Monsieur Samuel Philippe qui a mené d'une main de maître pour tenir assez rapidement plus le timing parfaitement. Donc bravo à vous aussi. Merci. Et je vais laisser donc Madame Vanlin, pendant que vous allez rejoindre les coulisses, Madame Vanlin nous retrouver pour alors pas clôturer cette journée, parce que j'en vois déjà quelques-uns qui s'en vont, mais partez pas, parce qu'il y a vraiment un temps assez intéressant après, ce fameux karaoké. Donc en attendant, je vais laisser donc Madame Vanlin, qui est donc vice-présidente du CCAS et aussi adjointe à la maire à la solidarité, pour dire quelques mots, surtout évoquer des remerciements, parce qu'il y a eu beaucoup de travail pour vous concocter cette journée, beaucoup d'éléments. Madame Vanlin, vous pouvez peut-être vous mettre au pupitre, et puis je vais vous laisser dire quelques mots avant que tout le monde s'en aille. Ne partez pas. Bien, mesdames et messieurs, je prends donc quelques instants la parole après cette séance destinée à vous informer, mais aussi à vous rassurer. Le plateau était fait pour ça, celui que nous venons de voir. Je voudrais tout d'abord vous dire notre plaisir à vous retrouver cette année, encore si nombreux pour cet événement unique que sont les rendez-vous de l'âge que notre ville organise, comme il vous l'a été dit, avec ses seniors depuis plus de 20 ans. Et cette journée, autant tournée sur la convivialité que sur la curiosité intellectuelle et l'ouverture sur le monde, symbolise bien ce qu'est Besançon et ce que nous voulons pour notre ville. Une ville où il fait bon vivre à tout âge, une ville où le vivre ensemble n'est pas qu'une formule, mais se concrétise au quotidien. Une ville où nous aimons retrouver nos aînés. La question du grand âge est à Besançon une mission essentielle et une préoccupation quotidienne. Notre enjeu vise à répondre de façon adaptée et juste aux besoins de nos aînés. C'est pourquoi je souhaiterais avoir un propos politique devant vous, une fois n'est pas coutume. Je souhaiterais partager avec vous nos inquiétudes. Je parle de la ville de Besançon et de son CCAS en relayant devant vous l'alerte des fédérations et organisations du grand âge que sont notamment la Mutualité française, l'Union nationale des CCAS face au projet de loi de financement de la sécurité sociale actuellement en discussion au Parlement. En premier lieu, je souhaiterais évoquer l'inadéquation des financements face au contexte économique du grand âge. En effet, les financements prévus pour le grand âge dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale s'avèrent inférieurs à l'année passée, alors que la filière fait face à des difficultés économiques importantes. Alors que nous faisons face à une transition démographique importante, nous en avons parlé ce matin, 1/3 des Français seront âgés de plus de 60 ans d'ici 2030. Nous constatons un manque d'investissement alloué au grand âge. Nous assistons à une réduction des financements destinés aux missions les plus essentielles, comme le soin et l'accompagnement des personnes âgées, qu'elles se trouvent à domicile ou en établissement. Les financements actuellement attribués peinent déjà à compenser la hausse des coûts qui frappe l'ensemble du secteur. Tous les opérateurs sont touchés par une inflation galopante qui ne cesse de mettre en péril la solvabilité financière de la filière. Face à cette pression économique, sont constatées des défaillances de structures qui ne cessent d'augmenter.
Prendre en considération le vieillissement de notre population, c'est un investissement sur l'avenir pour permettre aux personnes âgées de bien vieillir. En second lieu, vous faire part de l'insuffisance des objectifs d'emploi au regard du choc démographique qui s'annonce. Parce que, outre le manque de financement qui conduit nombre d'établissements à connaître une crise financière, le grand âge doit faire face à une pression sociale sans précédent. La filière souffre en effet d'une pénurie de personnel essentiel à l'accompagnement de l'augmentation du nombre de personnes âgées. Pourtant, il est essentiel de travailler une solution pérenne pour éviter les situations de vulnérabilité. Le secteur du grand âge va devoir recruter, former et fidéliser près de 400 000 personnes à l'horizon 2030. Le plan de financement de la sécurité sociale prévoit la création de 6 500 postes, un chiffre insuffisant pour répondre à l'urgence de la situation actuelle et qui ne présage pas l'atteinte de l'objectif pour les 5 prochaines années. D'autre part, les pouvoirs publics devront prendre en considération la pénibilité de ces emplois, un volet négligé par le texte avancé par le gouvernement, alors que l'on assiste depuis de trop nombreuses années à la dégradation des conditions de travail des professionnels du secteur. Le plan de financement de la sécurité sociale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025, doit donc être revu pour garantir 3 impératifs. Tout d'abord, l'amélioration des conditions de travail, le développement des dispositifs de formation et les garanties financières des nécessaires revalorisations salariales. En troisième lieu, vous indiquez la fragilité économique de la branche et les incertitudes budgétaires. En premier lieu, le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2024 indiquait que la branche autonomie devait être excédentaire de plus 0,9 milliards en 2025. Elle se trouve finalement déficitaire de moins 0,4 milliards et se retrouverait même en déficit jusqu'en 2028. C'est une situation alarmante pour un secteur qui devrait pouvoir s'inscrire dans une vision de long terme. Le mur démographique 2030 doit pousser le gouvernement et le Parlement à aller au-delà de chaque projet de finances de la sécurité sociale annuelle. Sans un financement adéquat, le secteur du grand âge ne pourra pas répondre au choc démographique de la prochaine décennie. Le sujet du vieillissement et de son accompagnement, qui aurait dû devenir la priorité des pouvoirs publics, n'est qu'un point aveugle du texte présenté par le gouvernement. Cette priorisation passe par un meilleur financement du secteur qui n'est pas au rendez-vous. Je terminerai ce propos politique pour vous inviter à nous interroger ensemble. Qu'en est-il de la loi sur le grand âge et l'autonomie, pourtant promise par le président de la République depuis 2017 ? Alors après cette alerte et ces propos politiques, revenons sur notre journée riche et emplie de convivialité. Nous étions près de 2000 à passer cette journée ensemble autour de ce grand sujet qu'est l'intelligence artificielle, mais aussi autour d'un déjeuner. Un déjeuner partagé par 2000 convives et ce n'est pas rien. Je voudrais remercier donc toutes les personnes qui ont œuvré pour que cette journée soit réussie. Les services, bien sûr, du CCAS qui ont travaillé depuis le printemps dernier pour rendre possible ce grand événement et vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Les mêmes équipes de la Maison des Seniors, mais aussi de toute la direction de l'autonomie du CCAS qui travaillent tous les jours, toute l'année, pour vous informer, vous orienter, vous accompagner, vous aider, y compris à domicile, pour, je le répète, que notre ville soit une ville où il fait bon vivre à tout âge, une ville qui n'exclut personne, une ville où les seniors conservent toute leur place. Je salue à ce titre les membres de l'Assemblée des sages présents dans la salle, représentant des seniors qui contribuent et accompagnent nos services sur différentes questions, et notamment ces rendez-vous de l'âge, en apportant leur expérience et leurs suggestions. Je remercie aussi les élèves du lycée Pergaud qui nous ont servi pendant ce repas. Merci beaucoup à eux et à elles. Merci donc à vous toutes et tous pour ce moment de partage que nous allons conclure en musique, vous l'attendez, et surtout en chanson, avec une version moderne et grand format de la chorale. Je vous laisse donc avec le maître de musique et je vous dis à bientôt et à l'année prochaine. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci, je crois que tout a été dit. Donc, je vais laisser venir pour ce moment. En effet, je pense que tout le monde attend. Ne partez pas. Et je vais laisser Monsieur Maxime Nicolas, je crois que certains le connaissent, chef de chœur, pour lancer.